L'entrepreneuriat, c'est pas difficile à cause des autres. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui ont envie de le dépenser. Il y a des... Voilà. Donc, le sujet, c'est pas les autres, en fait. Ouais. Le sujet, c'est toi. Qu'est-ce que toi, tu veux ? Comment toi, tu t'organises ? Comment toi, tu gères tes journées ? Comment toi, tu prends du plaisir ? Comment toi, tu construis ta vie ? Et de construire son entreprise sur ce que j'appelle sa zone d'abondance. Okay. Ça veut dire que, en fait, ton entreprise, si elle te coûte de l'énergie, en fait, tu ne gagnes rien. Tu gagnes pas d'argent. Tu as l'impression de gagner de l'argent, mais en fait, tout ce que tu gagnes, tu vas devoir le réinvestir en docteur, en médicaments, en vitamines que tu vas devoir prendre par la suite. Voilà. Et donc, en fait, il faut construire son entreprise sur qu'est-ce que j'ai en abondance. Bienvenue dans Ascension, l'émission qui met en lumière les parcours et les choix qui construisent les réussites. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir avec moi Béline, dont le parcours a été marqué par la persévérance, l'endurance et la résilience. On va revenir sur ses débuts, ses défis, les décisions importantes qu'elle a eu à prendre pour arriver à sa propre ascension. Bonjour Béline, comment vas-tu ? Je suis très heureuse d'être là. Merci de me recevoir, c'est un plaisir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Je te propose de commencer par une petite présentation pour que tu puisses te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas ou celles qui te connaissent mais qui en savent très peu à ton sujet. Puis après, on va continuer tout doucement. C'est vrai qu'on m'a dit que j'étais mystérieuse. Donc, tu vois, je te remercie de l'opportunité de pouvoir me présenter. Donc, je suis coach. Ça fait 5 ans, 6 ans même que je suis dans le domaine du coaching à temps plein. Avant ça, j'ai bossé en fait dans les opérations en start-up pendant quelques années. Avant ça, je ne sais pas si je dois présenter mes études, si ça se fait encore à mon vieil âge de présenter les études. Non, mais ça peut intéresser des gens parce que j'ai un parcours scolaire. En règle générale, on me pose aussi beaucoup de questions par rapport à mon parcours scolaire. Donc voilà, j'ai fait une Hippocane, j'ai fait Sciences Po à Paris. Et ensuite, j'ai bossé en start-up et j'ai bifurqué, en fait, comme beaucoup de personnes pendant la période du confinement. Ça a commencé un peu avant la période du confinement puisque j'étais en plein burn-out. Pleine crise existentielle, pleine crise spirituelle. Et je me suis dit, j'ai besoin de donner un autre sens à ma vie. Okay. J'ai besoin d'aller beaucoup plus en profondeur dans les sujets qui me ressemblent. Okay. Et donc, du coup, je me suis lancée dans le coaching à temps plein. Je me suis aussi lancée dans l'astrologie. Okay. Et dans un domaine dans lequel j'ai développé une expertise. Et du coup, me voilà aujourd'hui, j'enseigne le coaching, j'enseigne l'astrologie, je coach, je mentor des entrepreneurs et j'adore ça. Voilà. Super. On sent la passion dans tes propos, on sent tes yeux qui brillent et tout. C'est mon moteur. C'est très bien et j'aime bien ta présentation qui résume un peu ce que tu es maintenant, ce que tu fais actuellement. Mais moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu à tes débuts, à tes racines, si on peut le dire. D'où viens-tu ? Dans quel environnement est-ce que tu as grandi ? Est-ce que tu avais un modèle ? Ton père, ta mère, un oncle, une tante, j'en sais rien. Quelqu'un qui t'a inspiré, qui t'a inculqué des valeurs, qui te suivent aujourd'hui et qui font la Béline que tu es actuellement. T'avais promis des questions profondes, effectivement. Oui, alors moi, j'ai grandi dans un environnement un peu particulier. J'étais dans un contexte familial un peu bizarre. Je m'en rends compte encore plus aujourd'hui parce que j'étais la riche parmi les pauvres. Donc moi j'ai grandi, mes parents ont immigré, mon papa vient du Congo, ma mère vient du Sénégal. D'accord. Et c'était les tops élèves de leur promotion en fait. Donc ils sont venus en France dans le cadre de leurs études, etc. Donc mes parents ont un bagage intellectuel. Je pense que c'est important de le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations sur la méritocratie en France, etc. Et donc je sais qu'on projette beaucoup de choses sur mon parcours et je tiens quand même à dire que j'avais des sacrés privilèges au départ parce que mes parents
parents étaient archi-diplômés, mais ils se sont retrouvés dans le 93 pour mille et une raisons. Et donc, du coup, j'ai grandi, moi, dans une cité. C'est pas le cas de ma sœur et de mon petit frère qui vient après, mais moi, la fenêtre de tir, moi, je suis l'enfant du milieu. Et donc, moi, j'arrive dans la période de leur vie où ils se retrouvent en cité. Donc, moi, j'ai grandi dans une cité. Et donc, j'ai grandi avec un regard très particulier parce que moi, j'avais la chance d'avoir reçu un certain bagage intellectuel, d'avoir une éducation, d'être passionné de lecture, etc., dans un quartier où c'était pas du tout le cas. Oui. Et donc, du coup, ça m'a donné très tôt, très jeune, conscience des inégalités, conscience qu'il y avait des choses qui étaient bizarres, en fait, dans le fonctionnement de la société. Et ça m'a forgée. Cette expérience m'a beaucoup forgée. Je dirais que ma source d'inspiration, ça a été ce contexte-là, en fait, où je me suis dit, mais c'est bizarre, en fait. Pourquoi en fait, je sentais qu'il y avait un truc, je sentais qu'il y avait des discriminations, je sentais que entre ce que moi, je lisais et ce que les maîtresses et les maîtres d'école me disaient à l'école, il y avait quelque chose de bizarre, c'était pas cohérent. Et donc ça m'a beaucoup inspirée. Et depuis toute jeune, en fait, j'avais cette conscience-là. Et c'est ça qui m'a poussée à me donner à fond dans les études et qui m'a poussée aussi à toujours questionner les discours et ce qu'on nous raconte de la réussite et du succès. Voilà. Et c'est plutôt ça qui m'a forgé qu'un modèle en particulier, une personne en particulier. Tu as parlé de ton éducation, tu as parlé de ton environnement. Est-ce que tu aurais un mot qui pourrait résumer ou qui décrit en fait contextuellement ton éducation que tu as reçue de tes parents? Mes parents sont exigeants. Je pense que tous les parents africains sont. Je pense que j'ai reçu c'est fou parce que j'ai repensé récemment, j'ai reçu une éducation vraiment de fille sénégalaise, en fait. Je me rends compte aujourd'hui que, enfin voilà, quand on est une jeune fille sénégalaise, on est éduqué d'une certaine façon. Voilà, il faut que tu sois la reine de ton foyer. Donc voilà, il faut que tu sois un modèle, il faut que tu sois parfaite physiquement, il faut que tu saches faire la cuisine, il faut que tu présentes bien, il faut que tu parles bien, il faut que tu saches recevoir. Sur tous les tableaux. Voilà. Il faut que tu sois parfaite sur tous les tableaux. Et donc, j'ai reçu cette éducation-là, en fait, à la sénégalaise, il faut être sérieuse, il faut faire les choses bien, etc. Voilà, c'est ma maman qui m'a éduquée comme ça, qui est vraiment, en plus, la girl boss sénégalaise, parce que la girl boss, c'est la sénégalaise au départ. On parle beaucoup de la girl boss américaine, mais c'est la sénégalaise au départ, qui est la girl boss originelle. Et donc, du coup, voilà, j'ai été éduquée comme ça. Et le souci de l'excellence et de la respectabilité, faut faire les choses bien, quoi. Voilà. Ok. J'ai vu que tu parlais beaucoup de spiritualité dans tes vidéos sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été inculqué dès le bas âge dans ton éducation? Je pense notamment à ta maman qui est sénégalaise, côté religion. Est-ce que la spiritualité, c'est quelque chose qui t'a été inculqué dès le bas âge, ou c'est toi, de ton côté, en grandissant, en voulant former ton univers, que tu te l'es approprié un peu? C'est une super question parce que ça aussi, ça fait partie des particularités parce que du coup, je l'ai dit, mon papa est congolais mais il est aussi catholique, et très catholique, c'est-à-dire qu'il va à la messe tous les dimanches. Il est pratiquant. Voilà, pratiquant. Et ma mère aussi est musulmane pratiquante. Et donc, à la maison, en fait, c'était vraiment l'application très stricte de la laïcité. C'est-à-dire que mes parents se sont mis d'accord pour ne pas nous endoctriner l'un l'autre, c'est-à-dire qu'ils nous partageaient leur foi individuellement, c'est-à-dire que ma mère, en plus, elle a grandi à l'école, tous les deux ont fait l'école religieuse. Ma mère a été à l'école coranique jusqu'à ses 10 ans et mon père a été dans un pensionnat catholique. Donc ils ont vraiment tous les deux, ils sont très pratiquants tous les deux, et donc ils nous ont partagé les textes, ils nous ont partagé énormément de leur religion, mais ils sont tombés d'accord pour nous laisser le choix. Et donc je pense que c'est pour ça que j'ai toujours eu une approche très spirituelle, en fait, parce que mes parents nous ont pas forcés à choisir. Et donc en fait, quand tu grandis avec l'islam d'un côté, avec le catholicisme de l'autre, en fait tu te rends compte qu'il y a plus de points communs qu'il n'y a de différences, qu'au final on croit tous en quelque chose
Tout à fait. Voilà, on sent qu'il y a une part de mystère, on sent qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et en fait, c'est à ça que je me suis raccrochée. Et c'est ça que j'ai creusé, que j'ai développé et que je suis contente de pouvoir partager aujourd'hui parce que je sens qu'il y a un vrai besoin de sens, en fait, chez les gens et de remettre du sens dans ce qu'ils font. Ok. Et tu penses que le fait d'avoir eu cette double, je dirais pas éducation, mais double religion dans ta famille, ça t'a façonné, ça t'a apporté Totalement. quelque chose, peut-être une richesse que les autres Ah ouais. n'ont pas forcément, puisque toi, tu as une vision qui est un peu différente de celles qui ont une religion monotone et qui ne font que appliquer ça. En plus, ils ont peut-être des parents qui leur imposent de suivre cette religion-là. Toi, de ton côté, tu as eu le choix, tu as eu deux religions. Est-ce que tu penses que ça t'a façonné d'un côté, ça t'a apporté des richesses, des choses que peut-être les autres n'ont pas la chance d'avoir actuellement? Mais tellement. Oui. Enfin, déjà, ne serait-ce que de façon très pratico-pratique, du coup, on avait toutes les fêtes. On avait Noël, on avait l'Aïd, on avait tout à la maison. Donc ça, déjà, de façon très pratico-pratique, c'était cool. Oui. Mais surtout, ça nous a laissé une grande liberté, en fait. Parce qu'on a pu se forger notre propre rapport à la religion, à la spiritualité, à Dieu. Et puis, surtout, ça nous a donné la possibilité, enfin moi, personnellement, en tout cas, ça m'a donné la possibilité de creuser ces sujets-là sans me forcer à suivre quelque chose. Ça m'a permis de garder mon esprit critique. Ça m'a permis de rester ouverte et de prendre tout ce qu'il y a à prendre de positif. Parce qu'il y a des choses positives dans les religions. Il y a aussi beaucoup de bêtises. Mais il y a aussi énormément de choses positives. Et donc, du coup, j'ai pu explorer tout ça sans avoir la pression de me dire « Ah oui, j'appartiens à ce clan, donc il faut que je croie tout ce qu'on me raconte, en fait. Oui. » Et les gens ne se rendent pas compte à quel point le fait d'avoir été dans un cadre religieux, même quand on a été dans un cadre athée d'ailleurs, à quel point ça te force à adopter certains réflexes. Alors que moi, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir regarder tout ça et d'explorer tout ça sans a priori, sans me forcer à quoi que ce soit. Et ça, c'est d'une richesse infinie. Oui. C'est vraiment un cadeau. Enfin, quelles sont les probabilités statistiquement de tomber sur des parents qui sont tous les deux pratiquants de leur religion, qui s'aiment mais qui ne forcent pas leur enfant à adopter. Oui. Enfin, c'est une chance. Donc je remercie tous les jours le ciel de cette chance. Et du coup, pendant ton enfance, je comprends bien que rien ne t'a été imposé, on t'a laissé à toi de découvrir. Maintenant, tu es adulte, tu es une Béline, une grande dame, une très belle femme et tout. Est-ce que tu as une religion attitrée à l'heure actuelle ou t'es toujours, tu te dis, il n'y a pas de religion. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question qui me vient en esprit. Est-ce que pour toi, la spiritualité est différente de la religion ou c'est totalement la même chose? Et dans ce cas, si c'est pareil, quelle religion tu pratiques ou pas du tout? Attends, on pose des questions deep comme ça. Non, je n'ai toujours pas choisi comme... Il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question. Alors, est-ce que tu vas choisir? C'est fou parce que c'est comme si, en fait, la religion, les religieux ne se rendent pas compte qu'ils parlent de la religion comme une équipe de foot, en fait. C'est genre, on te demande de choisir, alors, t'es catholique ou t'es musulmane, un peu comme si t'es OM ou t'es PSG, tu vois. Oui, c'est fou. De l'extérieur, ils se rendent pas compte à quel point c'est fou. Donc non, si une religion m'avait été révélée, j'en parlerai avec joie, mais c'est pas du tout la façon dont moi j'ai construit mon rapport à la religion. Aujourd'hui, moi j'ai des croyances spirituelles, j'ai des pratiques spirituelles et qui sont inspirées d'ailleurs, hein, j'ai un peu fait mon melting pot, je me suis inspirée de ce que j'ai pu voir partout, pas d'ailleurs que dans la religion musulmane ou dans la religion catholique, mais partout, parce que partout il y a des choses incroyables. Et donc aujourd'hui, j'ai des pratiques spirituelles, mais non, j'ai pas choisi un camp plutôt qu'un autre. Voilà. Okay. Et pour toi, tu distingues vraiment spiritualité et religion. C'est pas la même chose. C'est pas la spiritualité, c'est un regard sur la vie. C'est-à-dire qu'on peut voir les choses d'un point de vue matériel, c'est-à-dire qu'il y a cette chaise, il y a ces lumières, il y a l'endroit dans lequel on vit, donc on peut voir les choses de façon matérielle, et puis on peut voir les choses de façon spirituelle, c'est-à-dire s'intéresser au sens des choses, s'intéresser à ce qu'il y a au-delà de la matière. Et c'est ça la spiritualité, en fait. La religion, elle te donne un ensemble de croyances, de dogmes que tu dois adopter. C'est pas spirituel, la religion, c'est d'abord culturel, c'est aussi politique. La spiritualité, c'est rien de tout ça, c'est avant tout un regard que tu portes sur les choses et sur la vie. Et ce regard-là, tu peux l'adopter à chaque instant et sans avoir à choisir un camp ou choisir des pratiques. Voilà. Totalement d'accord.
Et du coup, aujourd'hui, tu es coach. Ouais. Tu aides les entrepreneurs à monter leur business, tu les accompagnes. À Tu les développer suis. leur business À plutôt qu'à monter développer leur leur business. business, tu les accompagnes, tu les suis. Et quand je veux parler de ton parcours, à quel moment tout commence pour toi? À quel moment où tu te dis, c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie d'aider ces entrepreneurs-là. Enfin, quel est l'instant T où ça a commencé? Tu te dis, c'est là où je me suis lancée concrètement dans mon parcours. Ben, ça me permet de répondre à une question aussi qu'on me pose souvent par rapport au sujet de la mission de vie. Oui. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, c'est quoi ma mission de vie? Est-ce qu'un jour j'aurai ma mission de vie, etc. Toi, Ouais. comment tu as trouvé ta mission de vie? Et en fait, la mission de vie, c'est ta vie, en fait. Oui. Et donc, en fait, tu es toujours en train de vivre ta mission de vie, c'est juste, tu n'en as pas forcément conscience. Et moi, quand je regarde mon parcours, en fait, j'ai toujours accompagné des entrepreneurs. J'ai toujours fait ce que je fais aujourd'hui. Gratuitement. Gratuitement, voilà. C'est ça. Un jour, j'ai décidé d'être payée. C'est ça la différence. Mais j'ai toujours fait ce que je fais. J'ai toujours traîné avec des entrepreneurs. J'ai toujours été... voilà, quand j'étais au collège, je faisais importer des bin-bins et les bracelets qui est autour de la taille pour pouvoir les vendre à mes copines. Voilà, j'ai toujours bricolé avec le business. J'ai toujours été passionnée, en fait, d'entrepreneuriat, de créer des choses qui plaisent aux gens. Okay. C'est ça, en fait. Moi, je pense que je suis une people pleaser dans l'âme, ce qui n'est pas toujours négatif. Mais j'aime voir les gens contents. Et donc, créer des choses que les gens aiment, ça a toujours été ma passion. Et en fait, le déclic, ça a été de me dire, mais en fait, il faut que j'en fasse un job. Okay. Et ça, c'est venu après l'échec de ma première boîte où je me suis dit, bon, il faut que je rebondisse. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais déjà en train de faire mon job, mais juste que j'étais pas payée pour le faire. Je me suis dit, mais en fait, je suis déjà en train voilà. Je suis déjà en train de mentorer des entrepreneurs, je suis déjà en train de créer des... Enfin, pourquoi je m'embarrasse à vouloir créer un autre truc alors que j'ai déjà un job, en fait. Oui, bah oui. Et donc, ça a été plutôt ça, le déclic de me dire... Ouais. Et ça, c'est un déclic que j'essaye de transmettre à beaucoup de femmes aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait pour lesquelles on n'est pas payé. Et on se rend pas compte de la valeur qu'on produit pour la société. Voilà, la bonne copine qui est en réalité une thérapeute, voilà, qui passe son temps à t'écouter, mais qui en réalité est une thérapeute. Ou comme moi, la super nana qui est toujours avec les entrepreneurs, à les rebooster, etc. Et qui se dit, je vais créer une association. Ben non, en fait, t'as un job. T'es un coach. Et donc, tu peux être payé pour ça. Et ça, c'est un message que je veux faire passer aux femmes parce qu'on a tendance à se dire, non, mais l'argent, c'est pas important. C'est pas grave. Voilà. Et c'est moi, pas la priorité. Voilà, c'est pas la priorité. Moi, j'ai été cette femme-là de me dire, mais non, l'argent, on s'en fout. Et donc, du coup, ça a été ce déclic-là, en fait, de me dire, ah, mais attends, en fait, je peux être payée pour ça. Et je peux même être très bien payée pour ça. Donc, en fait, pourquoi m'embarrasser à créer d'autres projets business quand ça, c'est un projet qui est viable. Et donc, ça a été plutôt ça le déclic. D'accord. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu recherchais concrètement? Tu recherchais une autonomie financière? Tu voulais plus valoriser ce que tu faisais déjà gratuitement? On a dit que c'était un peu comme du bénévolat. Tu recherchais quoi concrètement à ce moment-là? Ou peut-être que, étant donné que tu avais déjà lancé une première boîte qui n'avait pas réussi, tu voulais rebondir? C'était quoi la vraie motivation derrière Un peu de tout ça, en fait. Un peu de tout ça. Il y a un moment donné... moi, j'ai vécu le confinement avant le confinement. Okay. J'ai eu un énorme burn-out. Et donc, du coup, je me suis retrouvée complètement alitée. Et je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire que moi, j'étais très... vraiment la girl boss dans toute sa splendeur. Voilà, il faut bosser dur, il faut se donner à fond, etc. Go, go, go. Tu vises la lune, non, les étoiles, non, c'est pas assez Jupiter, tu vois. J'étais vraiment comme ça, sauf que mon corps a dit stop. Et donc, à ce moment-là, j'ai dû m'interroger sur, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que je sais que je suis une personne intelligente, je sais que j'ai envie. Si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a un truc qui fonctionne pas dans ma façon de gérer les choses, en fait. Et donc, je me suis dit, non, il va falloir que je revoie ma façon d'entreprendre. Et en fait, ça a été un éveil à l'acceptation de ma féminité, l'acceptation de ma spiritualité, l'acceptation de ma sensibilité. Et c'est progressivement, en fait, pas à pas, et je pense que c'est un cheminement sur lequel je suis encore aujourd'hui, pas à pas, accepter tout ça et construire une entreprise qui me ressemble et qui
au service de ma vie. D'accord. Et pas moi qui suis obligée de courir après mon entreprise pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir gagner de l'argent, tu vois. Ça a été plus comme ça. Ça a été plus, bon, en fait, tu peux pas faire grand-chose. T'es littéralement dans ton lit, donc tu vas pas pouvoir cavaler. Qu'est-ce que tu peux faire, en fait? Et donc, ça a été, ok, je peux faire ça. Aujourd'hui, je peux faire ça. Aujourd'hui, je peux faire ça. Aujourd'hui, je peux poster un truc. Oh, tu vois. Et donc, ça a été des petits miracles, en petits miracles, en petits miracles. Et je me suis dit, ben, aujourd'hui, c'est ça l'approche que j'ai. Au lieu d'essayer de pousser, de me forcer, de me faire violence, ben, d'amener de la douceur, en fait, dans ma vie. Et ça a été ça, le cheminement. Ok. Et tu dirais que la première boîte que tu as lancée, c'est pas quelque chose qui te ressemblait, qui te convenait? C'est pas quelque chose qui a un lien avec ce que tu fais déjà. Déjà, c'est dans quel domaine d'activité la première boîte? Ça te ressemble beaucoup parce que c'était un média que je voulais faire à l'époque. Et en fait, ça me ressemblait oui et non. C'est-à-dire que ça me ressemblait dans la mesure où j'ai toujours eu du talent pour le branding et que c'était une super marque et que c'était un super magazine et donc ça me ressemblait dans ce sens-là. Ça ne me ressemblait pas dans la mesure où en fait j'avais pas bien intégré, parce que je pense que j'étais jeune et que je n'avais pas le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui. J'avais pas vraiment réfléchi à long terme où est-ce que j'ai envie que ça m'amène en fait. C'est-à-dire qu'on voit le succès en termes de il faut que je coche cette case, il faut qu'il y ait, je sais pas, 1 million d'euros qui rentrent ou qu'il y ait 1 million de followers ou peu importe la métrique à la mode du moment. Mais en fait, on réfléchit pas suffisamment à mais dans 5 ans, dans 10 ans, ça rime à quoi dans ma vie? Ça va m'apporter quoi à moi? Ok, ça va m'apporter cette satisfaction d'ego de pouvoir me dire oh yeah, j'ai réussi à faire ça. Mais qu'est-ce que ça va m'apporter à moi en fait très concrètement? Et je me suis rendu compte que en fait je suis quelqu'un, j'aime voyager, j'ai besoin de liberté, avoir une boîte où en fait je suis assignée à résidence, où je dois, en plus c'était des magazines qui étaient hyper lourds, enfin c'était tout un projet, mais et donc du coup il y avait de la manutention à faire, je me suis bousillé le dos, enfin, c'était vraiment n'importe quoi, et donc je me suis dit mais en fait un projet comme ça ne me va pas du tout, enfin c'est pas du tout ça qui va me, et je vais pas du tout créer une vie qui me fait plaisir en fait. Ce projet peut réussir et il va réussir parce que je me connais, je sais que quand j'ai envie que quelque chose réussisse, ça va réussir. Mais moi, ce sera pas du tout un succès pour moi, en fait. J'étais en train de me créer une vie de merde. Excusez-moi toute la vulgarité. Mais voilà. Et donc du coup, je me suis dit, mais non, enfin, c'est pas moi. Et donc là, j'ai la chance de pouvoir me créer quelque chose qui me fait du bien. Ok. Et donc, c'était après ton burn-out que tu t'es dit, tu voulais quelque chose qui te ressemblait, donc tu te lances dans le coaching, tu lances une nouvelle activité. Et à quel moment exactement tu te dis, ça y est, c'est bon, je suis sur mon chemin, le chemin qui me correspond. C'est ça que j'ai envie de faire et ça me ressemble beaucoup plus. Tu le faisais déjà, tu en as parlé concrètement, tu coachais des gens, mais gratuitement, tu n'étais pas rémunéré. Tu t'es rendu compte que ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais à quel moment exactement où une fois que tu es bon, tu es lancé dedans, tu te dis, c'est mon activité, tu te dis, ah ouais, ça y est, je suis sur mon chemin, c'est celui-là qui me convient, c'est celui-là qu'il me fallait depuis le début. Bah, en fait, ma valeur cardinale, c'est est-ce que je suis bien, est-ce que c'est aligné à... Enfin, c'est-à-dire, est-ce que j'ai l'impression d'être une bonne personne quand je fais ce que je fais? Est-ce que je peux me regarder dans le miroir? Est-ce que je suis fière de moi? Tu t'auto-juges. Voilà, parce que c'est important pour moi enfin, ça fait partie de mes valeurs en fait, de contribuer. Tu vois, on parlait de spiritualité, ça fait partie de mes valeurs spirituelles justement, de contribuer, de savoir que j'ai laissé la planète dans un meilleur état après moi qu'avant quoi. Donc j'ai besoin de savoir ça. Et puis le deuxième truc, c'est est-ce que ça me fait kiffer, est-ce que ça me fait vibrer, ou est-ce que j'ai l'impression d'avoir apporté voilà, un poids énorme quand je me lève le matin. Et donc, à partir du moment où j'ai ces deux trucs, pour moi, ça y est, je suis successful. Et donc, la clé, c'est, OK, moi, je sais comment, ce qui me fait du bien là-dedans, comment est-ce que je vais faire en sorte que ça fasse du bien aux autres. Donc je règle ma partie d'abord. Donc qu'est-ce qui moi me fait plaisir, qu'est-ce qui moi me fait vibrer. Donc ça, ma partie c'est réglé d'abord. Ensuite je regarde qu'est-ce que j'ai en abondance là-dedans. Qu'est-ce qui parmi tout ce que je fais intéresse les gens, les passionne. Quelle est ma plus haute contribution. Et donc ensuite je crée le bridge.
Et donc, parmi tout ce que je faisais, je voyais qu'à chaque fois que je parlais d'astrologie, les gens... Ah. Et j'avais même pas forcément besoin de parler d'astrologie, mais j'utilisais l'astrologie. D'ailleurs, ça a commencé comme ça. Et en fait, les gens, oh, mais j'ai l'impression que tu vois en moi comme dans un livre ouvert. Et donc, je me suis dit, ok, ça marche en fait, ce truc. Et donc, je voyais que ça fonctionnait en fait, tout simplement. Et je me suis dit, ok, ben ça, c'est le truc, parmi tous les trucs que je fais, c'est le truc qui non seulement moi me fait kiffer, mais en plus, les autres. Bah, ok. Qui te double. Voilà. Et donc, on va se lancer là-dedans. Ok. Et est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté de toi, tu as eu peut-être des moments de faiblesse, tu as eu une forte envie d'abandonner, tu t'es senti découragée, tu t'es dit, ah non, finalement, c'est pas ce qu'il me faut, j'ai envie de changer. mais tout le temps, en fait, pour moi, ces pensées-là font partie du game. Okay. Pour moi, si tu doutes pas, si t'as pas envie d'abandonner, c'est que t'es pas dans un truc qui est important. Okay. Parce que n'importe quoi d'important, ben tu flippes en fait. N'importe quoi n'importe quoi qui a de l'enjeu, qui a de la dimension pour toi ou pour les autres, bah forcément t'as un rapport à ça qui est voilà, t'as de l'appréhension, t'as de l'excitation parce que t'es dans l'inconnu, parce que et donc pour moi ces pensées elles font partie du game. Et donc c'est plus ok, comment est-ce que je gère ces pensées, et donc c'est ça justement que je transmets aux personnes que je coach. C'est comment tu gères ces pensées en fait. Mais pour moi, le fait d'avoir envie d'abandonner, le fait de se dire mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce qui m'a appris, ça fait partie du game. Ça fait partie du game. Sinon c'est que t'es sur un truc qui est pas valorisant, qui est pas valorisant et qui toi te met pas dans une énergie haute, parce que la passion, l'excitation, ben ça va avec la peur en fait. C'est sur le même range, c'est sur le même niveau, c'est sur le même plan. Et qu'est-ce qui te permet de tenir quand tu as des moments de doute comme ça, des moments où tu as envie d'abandonner? Est-ce qu'il y a une phrase que tu te dis? Est-ce que tu fais des choses? Tu mets en place des actions qui te permettent de tenir, de te dire non, ça c'est normal en fait. La peur, le stress, ça fait partie du jeu, ça fait partie du game. Concentre-toi. Concrètement, qu'est-ce que tu fais pour tenir dans ces moments-là? Alors, j'ai des tas de protocoles. Ça fait très scientifique. Ça fait très scientifique. Mais du coup, j'ai ce truc-là, justement, j'ai un cerveau qui est très méthodique. Donc, j'ai plein de protocoles. Et du coup, j'ai des protocoles pour chaque situation. Donc, ok, je me sens comme une imposture, qu'est-ce que je fais? J'ai des doutes, j'ai peur que ça fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? J'ai vécu un échec, ça s'est pas passé comme j'avais prévu, qu'est-ce que je fais? Donc, pour chaque situation, j'ai un protocole en fait, et c'est ça aussi que je transmets et que j'enseigne en coaching. Et en particulier, il y a un protocole que j'ai. Bon, déjà, il y a un tatouage que j'ai sur le poignet qui est Amor Fati, qui est ma devise. C'est pas de moi, c'est de Nietzsche, le philosophe. Et c'est apprécie ton destin, littéralement. C'est aime ton destin, tombe amoureuse de ton destin. Mais en fait, c'est une citation qui nous parle d'aimer les circonstances, quelles que soient les circonstances qui se présentent à toi, de voir de la beauté dans ces circonstances, parce que ça te permet de révéler ta puissance en fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'inspire énormément, donc je l'ai tatoué sur le poignet. Donc je sais, à chaque fois que j'ai un moment de doute, je vois en fait. Tu l'as sur les yeux. Voilà, c'est là. Mais sinon voilà, j'ai aussi une pratique et que je recommande à tout le monde, c'est d'avoir une boîte à tristesse. C'est-à-dire que j'ai une boîte avec plein de petites choses positives, des snacks, des petits bouquins que j'aime bien, mes cartes d'oracle, des bougies. Enfin voilà, moi c'est des trucs qui me parlent à moi, mais chacun a sa propre façon de se réconforter. Mais en fait, d'avoir ça prévu en fait. C'est-à-dire que je sais que quand ça va pas, au lieu de rester dans mon lit, de ne pas savoir quoi faire ou de péter les plombs, en fait je sais que j'ai cette boîte, et dans cette boîte il y a tout ce qu'il faut. Je me suis laissé des petits messages positifs, souviens-toi de ceci, de cela, souviens-toi de telle victoire, j'ai des photos de moi à certains moments stratégiques, etc. Et donc je sais que quand ça va pas, mon réflexe c'est d'ouvrir cette boîte. Voilà. Et donc je sais que je vais y trouver des choses positives, je sais que je vais y trouver du réconfort, de l'inspiration, et donc mon cerveau sait quoi faire. Et donc c'est dans cette boîte. Voilà. Et puis une autre pratique aussi, c'est que je recommande à tout le monde, qui est très simple, c'est de vous programmer des emails. Donc moi je me programme des emails à la future moi.
Donc, je m'envoie tout le temps plein d'emails. Ouais. Donc, voilà, je m'envoie des emails pour dans 1 an, pour dans 2 ans. Voilà, souviens-toi qu'aujourd'hui, souviens-toi de cette victoire. Oui. Aujourd'hui, on a réussi à faire ça. T'es trop forte, machin. C'est une très bonne Et donc, idée. je me programme ces emails pour dans le futur. Et donc, parfois, je me surprends moi-même. Oh, tiens, mail de moi. Je me suis dit tel truc. Oh, c'est génial. Et donc, Ouais. je m'envoie cet amour-là, en fait. Je suis vraiment ma première meilleure amie. Ok. Et donc, je m'envoie plein d'amour comme ça. Je me laisse plein de petits trucs. Parce que si on veut entreprendre dans la durée et qu'on veut faire de grandes choses, il faut un maximum d'amour. Il ne faut pas C'est un vrai. maximum de discipline. Ouais. Il faut un maximum d'amour. Se Ouais. donner beaucoup d'amour, de joie, de présence. Et tout le soutien qu'on attend des gens, il faut d'abord se le donner à soi, À en fait. soi-même, ouais. Totalement d'accord. Et justement, je vais rebondir. Tu disais que tu es ta propre meilleure amie. Ouais. Est-ce que ces moments que tu chéris, que tu mets en place des actions, ça t'a permis d'apprendre quelque chose sur toi que tu ne connaissais pas avant de mettre en place toute cette routine-là? J'en découvre sur moi Tous les tous les jours, jours, tous les jours. Et l'astrologie, c'est un des outils qui m'aide à en apprendre sur moi aussi. Il y a plein de choses que je découvre sur moi, en fait. Il y a plein de facettes de ma personnalité profonde que je ne soupçonnais pas. Ok. Moi, je me voyais pas entrepreneur. Je me Ok. voyais CEO. Moi, c'était ça le job de mes rêves il y a quelques Ok. temps. Je me voyais numéro 2 d'une boîte. D'accord. Je pensais pas du tout... Pourquoi pas numéro 1? parce que pour moi, j'ai jamais été attirée par la lumière. Ok. J'ai jamais été attirée par... je suis la deuxième dans la fratrie, donc j'étais très à l'aise pour laisser ma sœur. Tu laisses la patate chaude. Voilà. Tu vois, dans les familles sénégalaises, l'aîné a un rôle de représentation. Ok. Tu vois, et donc l'aîné est entraîné depuis l'enfance à voilà, il faut que tu ailles saluer les gens, donc moi j'étais très à l'aise pour être dans l'ombre, en fait, tu vois, donc Ça te convenait. tu vois, ça me convenait, donc j'ai été conditionnée comme ça, et donc moi ça m'allait très bien. Et en fait c'est au fur et à mesure de mon développement entrepreneurial que les gens ont dit mais non, en fait il faut que tu prennes la parole. Moi j'étais persuadée que j'étais nulle devant la caméra, et en fait non, on m'a dit mais tu vois, qu'est-ce que tu racontes, Poulette, t'es hyper à l'aise, t'as pas le trac. Et je me suis dit ah c'est vrai, j'ai pas le trac. et donc c'est des choses que j'ai découvert sur moi au fur et à mesure. Et en fait ça aussi c'est un truc qui est hyper important pour tout le monde, en fait, à intégrer, c'est qu'on pense se connaître et on se connaît pas du tout. On se connaît pas, on est révélé par l'adversité, on est révélé par les risques qu'on prend. Et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Si j'en étais restée à la version de moi de quand j'étais petite, jamais je me serais vue faire ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Ok. Et l'astrologie, je pense que ça t'a beaucoup aidé puisque tu le pratiques au quotidien. Tu t'es auto-formée à l'astrologie? Tu as pris des cours? Comment ça s'est passé ton rapport en fait avec l'astrologie? Il s'est passé plusieurs choses. Et d'abord, ça a été une révélation. Parce que comme tout le monde, l'astrologie, pour moi, c'était Enfin, c'est quoi ce truc, n'importe quoi. Enfin, vraiment, faut savoir, j'ai un bac S. Enfin, je suis très. Mes parents sont ingénieurs, je l'ai pas dit, mais du coup, voilà, j'étais dans une famille de. Enfin, on parle pas de ces choses-là. En plus, religieuse. Voilà, donc, totalement. Donc, vraiment, l'astrologie, c'était pas du tout mon truc. Sauf que ma sœur s'y intéressait la première et elle m'a fait découvrir quelqu'un qui en a parlé d'une façon, ça a été une révélation, parce qu'il en a parlé de façon presque mathématique, en fait. Okay. Il parlait de fréquences, il parlait de vibrations, il parlait de modèles. Et je me suis dit, attends, c'est quoi ce truc, en fait? Je pense que je connais pas l'astrologie. Ouais. Moi, je suis très ouvert d'esprit. Et donc, je me suis dit, je vais creuser. Et la suite a été vraiment extraordinaire. C'est là où je peux pas tout expliquer, parce que... un matin, je me suis levée et c'est comme si pendant la nuit, j'avais eu un téléchargement, tu vois, d'informations. Et le lendemain, j'étais frénétique. Ma soeur était là, mais qu'est-ce qui t'arrive, en fait? J'ai pris des cahiers partout, je prenais des notes. Et j'ai vraiment eu une révélation de comment est-ce que moi, enfin de mon modèle d'astrologie, et comment moi je voyais l'astrologie et le rapport aux signes. Et, enfin voilà, ça a été une révélation. J'ai pris 1 milliard de notes. J'ai été formée quand même, il faut que je le dise, au coaching en astrologie, parce que je savais pas
comment m'en servir pour... moi, j'ai été coach de formation. Ok. Donc, j'avais une formation de coaching au départ, quand même. Mais je ne savais pas exactement comment on coach les gens avec l'astrologie, etc. Ouais. Et donc, j'ai été accompagnée par un Américain, parce que c'est toujours les Américains qui sont pionniers Bien de sûr. ces trucs-là, qui m'a transmis énormément de choses. Et je tiens à dire aussi que quelqu'un qui m'a énormément aidée dans ma compréhension de l'astrologie et de la philosophie autour de l'astrologie, parce que l'astrologie est d'abord une philosophie, Ouais. c'est Luc Biget. Voilà. Et donc, je D'accord. tiens à lui rendre hommage, parce que je le fais pas assez souvent. Donc là, j'ai l'opportunité, je le fais. Ouais. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté sur la philosophie autour de l'astrologie. Et voilà, j'ai appris comme ça. Et ensuite, ça a été l'explosion. Une explosion, oui. Ouais. Ok, c'est très clair. Et j'ai aussi remarqué que non seulement tu parles beaucoup de spiritualité, d'astrologie, tu parles beaucoup aussi d'énergie féminine. Pour toi, est-ce qu'il y a un lien avec ces trois sujets? C'est des choses qui se distinguent les unes des autres? Non. Tout est J'aimerais lié. bien. Tout est lié. Tout est lié. Le cœur de ce que je fais, c'est des femmes puissantes. Ok. Et donc, en fait, tout ça est lié dans le sens où, pour moi, ça a été d'abord une révélation pour moi, un cheminement pour moi. Et c'est aussi un cheminement que je transmets maintenant à d'autres femmes, de reconnecter à son intuition, de reconnecter à son identité profonde. Et c'est ça que te permet l'astrologie, en fait, de comprendre quel est ton mode de fonctionnement, Totalement. d'arrêter d'essayer d'imiter les autres, mais de connecter à ton identité, à tes énergies, à ton mode de fonctionnement, de voir qui tu peux être quand tu n'essayes pas d'imiter quelqu'un ou d'obéir à des normes. Et l'énergie féminine, c'est pareil. Et donc, je sais que, voilà, on me reproche de parler d'énergie féminine, surtout que, enfin voilà, moi, historiquement, j'ai beaucoup été dans les milieux féministes et je sais que le mot énergie féminine, c'est deux mots. Voilà. Mais justement, ça a été un cheminement pour moi de me dire si, en fait, le sujet de l'énergie féminine, c'est un sujet féministe. Et donc, en fait, il faut partir à la reconquête de qui nous sommes, en fait, en tant que femme, et de notre puissance et de ce qu'on peut réussir à faire avec notre corps. Ok. Et du coup, est-ce que tu auras un modèle pour toi qui incarne vraiment cette énergie féminine-là? Tu te dis, cette femme-là, elle est ma vraie définition, elle est ma propre définition. Ça peut être toi aussi, hein. T'es pas obligé d'aller chercher très loin. Ben justement, j'allais dire, un des cheminements justement par rapport à ça, ça a été d'apprendre à devenir ma propre source d'inspiration. Et j'invite tout le monde à devenir votre première source d'inspiration, en fait. Ouais. Tu vois, ça a vraiment été comment dire, un apprentissage de me dire, au lieu d'aller chercher à l'extérieur, de me dire, d'avoir la curiosité de, mais qui suis-je, en fait? Il faut se découvrir. Et voilà, se découvrir, en fait. Se dire, mais qui suis-je? Qui je peux être? Qu'est-ce que je peux incarner? Totalement. Quels sont mes talents? Et donc, ça a été ça, d'aller connecter à mon intuition aussi, et de voir toutes les parties de moi que je pouvais être appelée à devenir. Mais en termes de modèle pour le grand public, parce qu'il y a des femmes que je connais au quotidien, mais qui ne sont pas forcément connues, mais de modèle pour le grand public, de ce qu'on peut réussir à faire en incarnant sa féminité, je dirais que Rihanna, c'est une femme qui inspire beaucoup d'autres femmes aujourd'hui, et à raison. C'est quelqu'un qui a réussi à faire plein de choses, à poser des limites, ce que les femmes ont du mal à faire, à construire quelque chose d'ambitieux, mais à construire quelque chose d'ambitieux en suivant ses propres valeurs, en allant chercher des partenariats quand c'était nécessaire, et pas se dire, voilà, je dois faire tout toute seule parce que je suis une girl boss, à se remettre en question, et elle a réussi à partager tout ça. Et donc, je trouve que c'est une belle source d'inspiration aussi pour les femmes aujourd'hui. Très bien, je suis totalement d'accord avec toi. Et donc actuellement tu es à ton sommet, tu as ta propre ascension avec ton métier de coaching. Je sais pas comment tu dis ça. Avec ton métier de coaching, quand tu lances l'activité concrètement et tu te dis ça c'est mon métier, je vais en faire mon métier, tu le faisais déjà encore une fois mais gratuitement. Quand tu lances et que tu t'es dit là je vais le mettre en mode de travail, mon activité, est-ce que tu as eu tout de suite plein de réservations? J'ai vu que tu faisais aussi des masterclass, des conférences. Tu as eu plein de réservations ou tu as eu plutôt un moment de lancement qui était lent, ça s'est fait progressivement? Comment ce sommet-là s'est passé pour toi? Alors, il y a eu plusieurs phases. La première phase, si j'avais pas eu si j'avais pas eu de la demande, j'y serais pas allée. C'est-à-dire que moi, j'aime pas l'énergie de la lutte.
tu vois. C'est-à-dire que c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est moi, j'identifie ce que j'aime. Voilà, et je développe ce que j'aime et je regarde ce qui résonne pour les autres. Et donc si ça résonne pas, je vais pas essayer de te forcer. Tu vois, je suis pas une marchande de tapis qui va aller, tu vois. Viens avec moi. Voilà. C'est ça aussi l'entrepreneuriat avec l'énergie féminine, tu vois. Et donc c'était ça mon cheminement. Donc si j'avais pas eu de demande, j'y serais pas allée. Tu vois. Ensuite, il y a eu la problématique de je veux grandir en fait. Parce que je me connais, je sais que voilà, j'ai besoin de créativité, j'ai besoin d'expansion. Et donc, ça s'est fait en plusieurs phases. Il y a eu d'abord la création de l'Institut où j'enseigne le coaching, c'est-à-dire que j'apprends à des femmes à devenir coach en astrologie aussi. Et donc ça aussi, ça a été une sacrée aventure. Et là, ça a été vraiment une aventure c'était pas un problème de demande, c'était un problème de comment est-ce que j'enseigne en fait, ce qui est hyper... comment transmettre tout ça. Donc ça a été un sacré challenge. Et ensuite, le challenge, ça a été de gérer la transition. C'est-à-dire que là, je viens de sortir d'une grosse phase de transition de comment je fais parce que en 2024, fin 2024, je me dis non mais en fait, j'ai envie d'avoir une vie riche. Ça a été je pense qu'on le veut tous, hein. Non mais pas forcément. On l'aimerait tous. Oui. On a tous ce fantasme, mais on n'en a pas tous la volonté. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris la décision. Et ça, c'est différent, parce que prendre la décision, ça veut dire que tu dois arrêter certaines choses. Et se donner les moyens d'y arriver. Et se donner les moyens. Et commencer à agir en conséquence. Et donc, moi, je me suis dit, tu vois, c'est exactement le même cheminement qu'avec ma première boîte. Je me suis dit, oulala, mais attends, quel succès t'es en train de construire ? Parce que oui, ça a marché, mais si tu fais ça toute ta vie, est-ce que t'es contente ? Je me suis dit, non. Je me suis dit non, c'est cool, mais la France, le marché du coaching, c'est bien, mais c'est petit. Tu veux gagner 10K par mois, oui, t'es bien. Tu veux grossir, aller à 30K, 50K, même 100K pour certains coachs. Il y a une minorité qui arrive, mais grosso modo, ce que tu vas construire, ça va pas te permettre ça va pas te permettre de vivre la vie que tu as envie de vivre. Et donc, ça a été comment je gère la transition, en fait. Comment est-ce que je recrée quelque chose de nouveau en gardant ce que j'ai déjà. Et là, ça a été difficile. Ça a été 2023. 2023, ça a été une année difficile. 2023, 2024, où je me suis dit, voilà, il faut, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je garde, je teste des trucs. Et donc, ces dernières années ont été difficiles. Et là, quand je me suis dit, c'est bon, c'est fini. Et ça y est, c'est reparti. Voilà. Et ça, c'était ton obstacle le plus difficile que tu as eu à rencontrer dans ton parcours, dans ton processus? Ouais, parce qu'en fait, et ça, ça aussi, c'est un message que je peux faire passer. L'entrepreneuriat, c'est pas difficile à cause des autres. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui ont envie de le dépenser. Il y a voilà. Donc, le sujet, c'est pas les autres, en fait. Le sujet, c'est toi. Qu'est-ce que toi, tu veux ? Comment toi, tu t'organises ? Comment toi, tu gères tes journées ? Comment toi, tu prends du plaisir ? Comment toi, tu construis ta vie ? Et en fait, c'était ça qui était difficile. Quand je dis difficile, c'était pas la demande, parce qu'en plus, par rapport à l'astrologie, il y a toujours de la demande. Mais c'était plus, comment... tu vois, moi, mes questions, c'était où est-ce que je vis ? Est-ce que je reste à Paris ? Est-ce que je reste pas à Paris ? Si je reste à Paris, parce qu'on me demandait beaucoup de faire des événements, mais je me disais, mais non, ça m'oblige à revenir à Paris, j'ai pas envie d'aller à Paris. Donc c'était plus ça qui était difficile, d'apprendre à se connaître, de prendre des décisions qui sont difficiles, de décevoir certaines personnes. Mais sinon, le business, il faut se sortir de la tête que c'est compliqué. C'est pas compliqué. Il y a des gens qui sont là, qui sont vivants, qui ont de l'argent, qui veulent le dépenser, qui ont des problèmes. Tu résous leurs problèmes et ça se passe bien. Ça se passe bien pour tout le monde. Voilà. Tout le monde est content. Et de quoi tu es le plus fier de toi aujourd'hui quand tu vois ton parcours, tout ce que tu as accompli, tout ce dont tu as traversé, les obstacles, les réussites, tes échecs? De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? De m'aimer. Oui. C'est une très belle phrase. Ouais. Je suis hyper fière de m'aimer. Je me rendais pas compte à quel point c'était rare. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'aiment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'aiment, il n'y a pas beaucoup de gens qui se connaissent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui créent des choses qu'ils aiment. Et je suis tellement fière de ça, d'avoir osé
d'avoir osé me connaître, d'avoir osé prendre le temps de découvrir mes talents, parce que je me rends compte qu'en fait, c'est une décision que j'ai prise que j'aurais pu ne pas prendre. Il y a des gens qui ne prennent pas cette décision. Et moi, j'ai fait le choix courageux de me lancer dans cette aventure en ne sachant pas exactement comment ça allait se passer, mais en me disant oh, j'ai envie de m'aimer, quoi. Et donc, je suis très fière de ça. Mais comment on s'aime? On passe plus de temps avec soi, on fait des restos toute seule, on part à l'autre bout du monde toute seule, solo trip. Comment on s'aime? On se respecte, on apprend à se connaître. Et en fait, on prend des décisions pour se faire du bien. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut que, en tant qu'être humain, tu choisisses les standards avec lesquels tu vas vivre ta vie. D'autant qu'on est dans des sociétés occidentales, voilà, on a à manger, on a à boire, on a Internet, on est bien, tu vois. Donc, je dis pas que tout est parfait, évidemment, mais on a un relatif confort qui nous permet d'avoir beaucoup de choix. Et donc, c'est à toi de choisir avec quel standard tu veux vivre ta vie. Et il y en a qui choisissent des tout petits standards. Et c'est dommage, parce qu'en vrai, tu peux décider, non, moi, je veux pas d'un job qui me plaise pas, par exemple. Ou je veux pas d'un job qui nuise à ma santé. Ou je veux pas passer un week-end avec des gens que je peux pas voir, tu vois. Ne serait-ce que ça. Et donc, s'aimer, ça commence d'abord par refuser. Refuser de souffrir. Tu vois, moi, il y a pas beaucoup de choses pour lesquelles j'accepte de souffrir. J'accepte de souffrir quand ma nièce, elle me tape dessus parce qu'on est en train de jouer, tu vois. J'accepte de souffrir pour faire des kilomètres pour choisir le cadeau d'anniversaire de mon neveu, tu vois. Mais il y a plein de choses pour lesquelles j'accepte pas de souffrir. Je me dis non. Et en fait, quand tu prends ces décisions, tu dis non, mais je souffrirai pas pour ça. Ton cerveau comprend qu'en fait, il a pas le choix que de trouver des solutions. Et les solutions, tu les trouves. Ok. Et pour toi, s'aimer, c'est se respecter, c'est aussi refuser des choses qui ne nous conviennent pas. Donc toi, dans ton quotidien, j'en suis sûre, quasiment, il y a des choses que tu refuses. Tu peux nous donner quelques exemples des choses que tu tolérais avant, que tu acceptais facilement. Et à partir du moment où tu as commencé à t'aimer, tu t'es dit non, stop, ça, je vais plus les tolérer, je vais plus les accepter. Et tu décides de les refuser quotidiennement, de façon très spontanée. Hein. Tu te dis non, ça ne me convient plus, j'en veux plus dans ma vie. Ouais, les gens. La terre entière. Les gens. Non, il y a plein de gens. Non, quoi. J'aime pas entendre la critique naze, tu vois. J'aime pas entendre certains commentaires. J'aime pas les gens qui sont défaitistes. J'ai une très faible tolérance pour ça, en fait. Donc, si t'es dans une mauvaise période et que t'as du mal à avoir de l'espoir en toi ou dans l'humanité ou dans ton projet, ok. Mais si t'es toujours la personne qui est en mode mais non, c'est nul, telle personne, ce qu'elle fait, c'est nul. Enfin, non, j'ai pas envie de cette énergie-là. Enfin, voilà, en fait. Tu vois, c'est nul. Si tu dois passer 5 heures à te remettre de ton déjeuner avec Tata Micheline, enfin, ne vois plus Tata Micheline, tu vois. Enfin, moi, pour moi, c'est devenu assez clair. Avant, c'était... mais non, il faut être tolérante, il faut s'ouvrir, c'est important d'être gentil, etc. Et maintenant, fuck. Enfin, il y a plein de gens, j'ai pas envie, en fait. Donc ça a été un gros truc, les gens. Et en fait, quand on enlève les gens, on enlève beaucoup de problèmes. Et du coup, il reste plus personne si tu enlèves les gens. Non, mais non, il reste plein de gens que j'aime, évidemment. Et c'est ça qui est génial. C'est que il y a beaucoup de gens qui ont peur de prendre certaines décisions parce qu'ils se disent il va me rester personne, je serai toute seule. Et non, en fait, quand tu crées du vide, tu laisses de l'espace pour recevoir davantage. Et moi, il se passe pas une journée sans que je reçoive une preuve d'amour. Et ça, c'est génial, en fait, d'être entouré de gens qui t'aiment, qui se soucient de toi, tes clients t'adorent, tu sors dans la rue, t'as de l'énergie positive, tu vas dans ton café, tu rencontres des gens que t'aimes bien, tu vas dans un studio de podcast, tu rencontres des gens que t'aimes bien, tu vois, c'est génial en fait, je me dis comme ça, tu vois, moi j'aime les gens qui créent, j'aime les gens qui sont positifs, qui sont bienveillants, qui ont envie, et en fait ces gens-là existent, mais si t'es occupé à rassurer Tata Micheline. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de Tata Micheline qui nous écoute. Mais si t'es occupé à rassurer Tata Micheline et compagnie, et ben t'as plus le temps, en fait.
t'as plus d'énergie pour rencontrer d'autres personnes. Et donc, oser le vide, c'est tellement naze comme phrase. Oser le vide, c'est ce qui permet de remplir ta vie de joie. Mais c'est vrai. Oui. Ok, donc maintenant on va parler de transmission, de conseils. Tu accompagnes déjà des gens, mais pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui veulent lancer une activité, qui veulent se lancer, qui veulent entreprendre? Quels conseils tu donnerais à ces personnes-là pour un début? Alors, c'est le conseil que j'aurais aimé recevoir. Et c'est, je pense, le conseil le plus important que j'ai pu donner ces dernières années, c'est de construire son entreprise sur ce que j'appelle sa zone d'abondance. Ok. Ça veut dire que, en fait, ton entreprise, si elle te coûte de l'énergie, en fait, tu ne gagnes rien. Tu gagnes pas d'argent. Tu as l'impression de gagner de l'argent, mais en fait, tout ce que tu gagnes, tu vas devoir le réinvestir en docteurs, en médicaments, en vitamines que tu vas devoir prendre par la suite. Voilà. Et donc, en fait, il faut construire son entreprise sur qu'est-ce que j'ai en abondance. C'est-à-dire, quand je suis tout seul, que je suis bien, qu'est-ce que je peux faire facilement? Quelles sont les choses que je peux offrir aux autres facilement? Qu'est-ce qui est facile pour moi? Et ça, c'est très variable pour chacun. Moi, je sais que je peux parler très longtemps. J'ai pas de problème. Je sais que je peux accompagner quelqu'un pendant 1 heure. Tu vas être au rendez-vous avec toi. Je sais que c'est pas de problème. Je sais que je manquerai jamais d'idées de contenu. Donc, mon entreprise, elle est construite autour de ce que j'ai en abondance. Et donc, chacun a sa propre zone d'abondance, en fait. Ouais. Et c'est ça que tu donnes aux autres. C'est-à-dire que si tu construis ton entreprise sur quelque chose qui est difficile pour toi, si tu as besoin de forcer, tu vois, de t'es là le matin, en fait, ta boîte, c'est horrible. Mais elle va pas marcher. Elle va pas marcher. Ou le pire, c'est qu'elle marche, mais tu te retrouves prisonnier de ça. Ouais. Et ça, je l'ai beaucoup vu, des entrepreneurs qui construisent des succès et qui se retrouvent prisonniers de leur succès. Et en plus, tu peux pas reprendre ta boîte parce que tout est construit. Enfin, tu peux pas revendre parce que tout est construit autour de toi. Donc, c'est ta vie, en fait. C'est t'es prisonnier, t'as créé quelque chose dont t'es prisonnier ou prisonnière. Et c'est horrible. C'est le succès... j'allais dire, c'est vraiment une cage dorée, en fait. Okay. Et donc, c'est la situation à éviter. Et donc, pour ça, il faut construire son entreprise sur quelque chose qui nous fait vibrer sur notre zone d'abondance. Voilà. Qu'est-ce que tu as en abondance? Qu'est-ce que tu peux donner en abondance aux autres? Il y en a qui ont une force physique de taré. Moi, j'ai accompagné une coiffeuse comme ça, elle peut rester debout toute la journée. Je me dis, mais comment tu fais? Comment tu fais? Et à côté de ça, elle gère son école de coiffure, etc. Je me dis, mais comment tu fais? Mais c'est parce que elle a cette force, en fait. Elle a cette force physique en abondance. On n'a pas tout ça, mais elle, c'est son truc. Et donc, elle construit son entreprise autour de ça. Et donc, chacun doit trouver son truc, sa zone d'abondance. Et c'est là où il faut apprendre à s'aimer, à se connaître, faire attention à soi pour se dire, attends, là, aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça. Là, aujourd'hui, j'ai réussi à accomplir telle et telle chose. Et donc, il faut prêter attention à soi. Et ça, tout le monde ne le fait pas. Parce qu'on est très préoccupé par ce que pense Tata Micheline. Tata Micheline aurait pris des balles perdues. On l'aime quand même, Tata Micheline. Mais tout le monde est préoccupé par ce que pense le voisin, les parents, les trucs, et pas assez sur qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui. Ok. Donc, zone d'abondance, ce sera le conseil principal. Des choses à éviter, des erreurs à éviter. Donc, je pense que tu as commencé à l'évoquer. Donc, de ne pas se focaliser sur ce que pensent les autres. Ce serait pour toi, du coup, les erreurs à éviter, les choses à éviter depuis le début. De ne pas se soucier de ce que les autres pensent de toi, de ton activité. Quels seraient les conseils que tu donnerais? Tu sais que ça, c'est un point noir. C'est quelque chose à éviter quand tu lances ton activité. Tu sais qu'il y a des personnes qui ont tendance à te décourager quand on leur parle de projet, qui vont te dire « Ah non, mais faut pas que tu te lances dans ça. C'est beaucoup trop risqué. Tu vas perdre ton temps. Tu vas pas y arriver. » Pour toi, c'est des choses qu'il faut éviter, ou tu auras d'autres points noirs que tu souhaites mettre en avant à ces personnes-là qui se lancent dans une activité? Alors, sur les oiseaux de mauvais augure, donc les personnes qui te disent « mais non, ça va pas marcher », etc. Il faut comprendre que c'est des personnes qui sont le reflet de ta propre vibration. C'est-à-dire que si toi, t'es flippé,
tu vas avoir autour de toi ou tu vas tolérer autour de toi des gens qui sont flippés aussi. Ouais. Et ça t'atteint, leur parole t'atteint parce que toi-même, t'es pas encore sûr de toi. Mais c'est ok parce qu'on passe tous par cette phase-là, en fait. Ouais. Personne ne se réveille en disant oui, je suis convaincu que je suis le prochain Steve Jobs. Donc c'est normal. Mais du coup, il faut pas leur en vouloir. Tu vois, il faut pas être focalisé sur eux, il faut être focalisé sur soi. Moi, là-dessus, j'ai 2 conseils. Le premier conseil, c'est construire sa propre conviction. Okay. C'est quelque chose qu'il faut faire en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que, encore une fois, personne ne se réveille en se disant « je suis le prochain Steve Jobs ». Il faut construire sa propre conviction. Aller soi-même chercher des chiffres, chercher des preuves, chercher dans sa propre histoire. Voilà mes talents, voilà mes compétences, voilà pourquoi je sais que je vais y arriver. Donc ça, c'est quelque chose qui se construit. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand quelqu'un n'est pas... positif ou quand quelqu'un remet en cause le projet, etc., il faut tout simplement lui dire tu n'es pas ma source d'inspiration. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça fait mal à l'autre. Ça touche l'ego. Ouais, ça touche l'ego. Mais c'est la meilleure chose à dire, en fait. Merci de ton conseil, mais tu n'es pas ma source d'inspiration. Et ça remet les pendules à l'heure. Et ça fait des gens fâchés aussi. Et ça fait des gens fâchés, mais c'est efficace. C'est-à-dire qu'une personne, elle a entendu ça, elle va pas elle va pas recommencer. Oui. Donc voilà, désolée, t'es pas ma source d'inspiration, mais merci quand même. Ouais. En tout cas, c'est très clair. Et du coup, ton prochain sommet, ce serait quoi, ta prochaine ascension? J'ai vu qu'il y avait un livre en cours de préparation. Il est sorti. Du coup, c'est ça ta prochaine ascension, ou il y a d'autres projets qui arrivent où tu te dis, ça, c'est mon objectif primordial qui va arriver? Ouais, j'ai lancé beaucoup de choses, justement, c'est fin de l'année dernière, et donc là, c'est en train de grossir, je suis contente. Donc il y a l'Académie des Divines CEO qui était mon projet, justement, d'école et de transmission, parce que comme j'ai dit, ma zone d'abondance, c'est que je parle beaucoup, et que j'ai beaucoup de choses à transmettre, et donc j'avais besoin d'un espace pour ça. Et donc ça y est, c'est sorti, il y a les 50 premiers entrepreneurs qui sont dans l'Académie, je suis très contente. Et donc je les accompagne pas tous les mois, elles ont droit à une masterclass par mois, un podcast privé, et donc c'est une super aventure que je vais poursuivre parce que justement je voulais diminuer le coaching en one-to-one, donc je suis dans une phase de transition pour aller vers ce que j'ai envie de faire depuis très longtemps, parce que ça fait longtemps, j'en ai parlé au tout début de notre entretien, mais moi je viens du milieu start-up au départ, et donc je doutais de ma capacité à pouvoir créer un produit tech, mais c'est ma passion en fait. Et donc ce sera mon prochain sommet de me la jouer vraiment, tu vois, entrepreneur de Silicon Valley. Et donc ouais, ce sera ma prochaine montagne. Et donc ouais, j'ai hâte. T'es toute excitée là. Qu'est-ce qui te donne autant envie dans ce nouveau projet? C'est le fait de partir à l'aventure Parce qu'en tant que coach, j'adore ce que je fais, encore une fois, mais ma créativité est limitée. Parce que je vous aime beaucoup, les gens. Mais je pense que tu as un sérieux problème avec les gens. Non, mais j'aime l'humanité, je vous aime, les gens. Je vous aime beaucoup. Mais vous avez un peu tous les mêmes problèmes, en fait, surtout en tant qu'entrepreneur. Donc, au bout d'un moment, ma créativité est limitée. Et donc, moi, je suis très créative. Ce qui me booste, c'est de créer, c'est d'inventer des choses. Et donc, avoir un produit, c'est génial par rapport à ça. C'est la possibilité aussi de faire quelque chose qui n'est pas que pour moi, mais d'avoir un projet qui est collectif, où on va tous mettre la main à la pâte, et donc de créer une aventure, en fait. Et donc, j'ai envie de ça. J'ai envie de ce challenge-là, de créer un bébé à l'extérieur qui sera pas que le mien, mais qui sera une œuvre collective. Et donc, du coup, j'ai envie de me révéler aussi en termes de leadership et de management d'équipe. Et ce qui est limité quand t'es coach, parce que c'est très toi, c'est autour de ta marque personnelle, etc. Et donc là, je vais vraiment pouvoir recruter comme je faisais avant, gérer des opérations comme je faisais avant. Et ça, j'ai hâte de retrouver ça. Eh ben, je te le souhaite. Merci. Merci. Quand je dis ascension, ça te fait penser à quoi? Ça me fait penser à élévation sur le plan spirituel. Ça me fait penser à transformation. Ça me fait penser à l'envie de... Tu vois, c'est fou, mais ça me donne une énergie, en fait, de dingue. L'envie de se dépasser, de se découvrir, en fait.
Ok. Et pas forcément d'atteindre... Pour moi, l'ascension, elle est illimitée. C'est pas atteindre un niveau de réussite en particulier, c'est justement l'ascension, elle est belle parce que t'es dans l'ascension. Tu continues de monter. Parce que tu continues de monter, c'est la montée qui est belle. C'est pas le fait d'arriver au sommet, c'est le chemin en fait, d'élévation qui est intéressant. C'est une très belle définition. Je pense qu'on arrive tout doucement vers la fin de notre interview. Yes. Je te propose de terminer par un petit quiz avec des questions très simples. Tu vas répondre de façon tac au tac, très spontanée. Oh. On y va? Quelle est ta plus grande qualité? L'écoute. Ok. Ton plus grand défaut? Le manque d'écoute. Ok. L'impatience. D'accord, l'impatience. Ok. Et pour toi, c'est quoi la réussite? Le plaisir. C'est-à-dire? Le plaisir d'être soi. Ok. C'est important. Oui. Ok. La plus grosse idée fausse sur la réussite? Qu'un jour, c'est fini. Qu'un jour, on aura fait le truc qui va nous dire qu'on a réussi. D'accord. Et une vérité qui te dérange sur l'argent? Que c'est pas pour les femmes. Ok. C'est pour les hommes, pour tout le monde. Ouais, que, voilà, on nous bassine que l'argent, c'est un truc de mec, que c'est un sujet que pour l'élite, que c'est pas un sujet qui concerne les femmes, et ça m'énerve. Ok. Spiritualité ou religion? La spiritualité. Mais bien sûr, bien évidemment. En tout cas, on est quasiment à la fin de cet échange. Je te remercie à toi, Béline, d'avoir été avec nous, d'avoir partagé avec nous ton parcours avec autant de sincérité. Merci à toi. Merci à vous qui nous avez suivis, qui nous avez regardés. J'espère que vous avez apprécié cet échange, qu'il vous a plu, qu'il vous a éclairé et qui vous a donné l'envie de poursuivre votre propre ascension. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode avec une nouvelle histoire. Mais en attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas de toujours viser plus haut. Et à très vite dans Ascension. Ciao!